Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes mardi 3 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président togolais Faure Gnassingbé est arrivé ce mardi à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail. Il a été reçu par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens relatifs notamment à la situation politique et économique au sein de l'espace CEDEAO. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a ouvert sa session ordinaire pour l'année 2018 avec comme invité spécial le Rwanda. Le pardon et la réconciliation seront au cœur de l'action parlementaire dont le président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro. La Banque mondiale veut investir dans la transformation de l'anacarde. 100 milliards de francs CFA sont prévus. La production attendue en 2018 est de 750 000 tonnes. Nous ferons le point de la campagne après son ouverture le 15 février dernier. Enfin, à l'étranger, sous le feu des critiques, le Premier ministre Benjamin Netanyahu annule l'accord avec l'ONU qui prévoyait la régularisation de milliers de migrants africains en Israël et la réinstallation d'un nombre similaire dans les pays occidentaux. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On commence tout de suite par la visite d'amitié et de travail de 24 heures du président togolais Faure Gnassingbé à Abidjan. Arrivé ce mardi, il a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens relatifs notamment à la situation politique et économique au sein de l'espace CEDEAO. L'organisation ouest-africaine est actuellement présidée par le Togo. Jérôme Kofi Abolé. Il est arrivé ce mardi dans la capitale économique ivoirienne pour une visite de travail et d'amitié de 24 heures en Côte d'Ivoire. À sa descente d'avion à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, le président togolais Faure Gnassingbé a été accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont rendus au salon d'honneur du pavillon présidentiel, juste le temps pour le président Alassane Ouattara de dire à quoi bas son hôte. Le président Faure Gnassingbé, toujours accompagné du chef de l'État ivoirien, est allé ensuite à la rencontre de la communauté togolaise présente à l'aéroport pour l'accueillir à son arrivée. Un bain de foule qu'il a eu le temps de prendre avant de mettre le cap sur le palais présidentiel pour un tête-à-tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Et nous partons justement pour le palais présidentiel pour voir le tête-à-tête entre les deux chefs d'État ivoiriens et togolais. Une rencontre suivie par notre reporter Viviane Aimé. Une heure après son arrivée à Abidjan ce mardi matin, le président du Togo, Faure Gnassingbé Gnassingbé, était reçu au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État se sont enfermés pour un long tête-à-tête auquel n'ont été associés aucun membre de leur délégation respective. Entretien suivi d'un déjeuner en privé, aucune déclaration n'a suivi. Après le palais présidentiel, le président Faure Gnassingbé devait regagner son pays. Un autre chef d'État est attendu demain ici à Abidjan. Il s'agit du nouveau président du Libéria, George Weah. C'est sa première visite en Côte d'Ivoire en tant que président du Libéria. Il aura un entretien, bien sûr, avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ils vont évoquer le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre leurs pays. Après Ellen Johnson Sirleaf, le président George Weah va coopérer donc avec le président ivoirien Alassane Ouattara dans le sens de la consolidation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. L'actualité nationale est aussi dominée ce mardi par l'ouverture de la session ordinaire 2018 de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, avec comme invité spécial la présidente de la Chambre des députés du Rwanda. Le président du Parlement ivoirien, Guillaume Soro, a décliné sa vision pour 2018. Le pardon et la réconciliation seront au cœur de l'action parlementaire. On en sait plus avec Michel Digré. Pour cette rentrée solennelle, 238 députés sur 253 que compte l'Assemblée nationale affichent présent. Le quorum est atteint. La deuxième session ordinaire de la première législature de la Troisième République peut commencer en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres du gouvernement. Une session qui s'ouvre cette année avec un changement majeur. Pour la première fois depuis 1960, la Côte d'Ivoire expérimentera une pratique parlementaire bicamérale, Assemblée nationale et Sénat, avec pour objectif de renforcer la pratique normative et d'ancrer la démocratie dans notre pays. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de saluer et de féliciter tous ces citoyens nouvellement élus sénateurs et de demander
aux députés de leur réserver le plus bel accueil. Occasion pour le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, de dresser brièvement le bilan de l'année écoulée, dont la thématique reposait sur le pardon et la réconciliation. Une réconciliation pour solidifier le développement de la nation, une réconciliation qui appelle certaines dispositions humaines et morales. Sa réussite suppose des cœurs apaisés, des esprits réconciliés, une culture du pardon, mais aussi un leadership éclairé, avec des élites politiques soucieuses du long terme, c'est-à-dire conscientes de ce que les générations présentes doivent toujours agir dans le sens de la préservation des intérêts des générations à venir. Nous devons tous être interpellés quand la tranquillité du pays peut s'en trouver affectée. Le président de l'Assemblée nationale a également appelé les acteurs politiques à mettre bas à terre, eu égard aux surenchères verbales qui animent le jeu politique sur la question du parti unifié. Invité spécial de cette cérémonie solennelle d'ouverture 2018 de l'Assemblée nationale, Donati Mukabalisa, présidente de la Chambre des députés du Parlement du Rwanda, qui a fait part à l'Assemblée des actions engagées par le Rwanda pour remonter la pente au lendemain des heures sombres qu'auront traversé son pays. Nous avons choisi de rester ensemble, unis, pour essayer de refermer les plaies du génocide et mettre fin à la haine et aux divisions, rétablir la paix et la sécurité. Il fallait absolument vivre, puisque nous n'avions pas d'autre choix. Et travailler ensemble pour avancer et construire l'avenir en étant optimistes, prendre la responsabilité de nous assumer nous-mêmes, être un grand pays idéologiquement et avoir de grandes idées et ouvrir des horizons. Passé la cérémonie solennelle d'ouverture, les activités régaliennes de délibération sur les textes de loi reprendront dans quelques jours. Une vingtaine de projets déposés sur la table du bureau de l'Assemblée nationale attendent d'être examinés. Leur ordre d'examen fera l'objet d'un calendrier qui sera soumis incessamment aux députés pour adoption. Voilà, reportage est réalisé pour vous par Herman Djivé. On reste à l'Assemblée nationale où nos équipes sur place ont recueilli des réactions après la cérémonie d'ouverture solennelle de la session parlementaire 2018. Nous les écoutons. C'était un discours qui était un peu le bilan parce qu'on n'avait pas eu la chance de l'entendre à la clôture en fin de l'année 2017. Donc c'était un peu le bilan de ce qui s'était passé pendant toute l'année 2017 et en même temps les nouveaux auspices qu'il nous propose pour l'année 2018. Réconciliation, c'est le maître mot. Les Ivoiriennes et les Ivoiriens que nous sommes, nous devons passer une partie de notre histoire, ce qui nous a divisés, et nous mettre ensemble pour véritablement amorcer ce qui nous est cher, qui est la Côte d'Ivoire. J'ai reçu vraiment avec satisfaction le discours du président de l'Assemblée nationale. Ce discours est un discours de réconciliation vraie. C'est un discours qui permettra, après avoir entendu la présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda et les outils qu'elle a mis à notre disposition, c'est un discours qui permet aux Ivoiriens de se réconcilier. Nous avons été heureux du discours du président. Je crois que tout Ivoirien qui veut que la Côte d'Ivoire avance ne peut qu'adhérer à ce discours qui est un discours donc, qui appelle au rassemblement des Ivoiriens et qui appelle à la paix. C'est une assemblée parlementaire qui s'ouvre avec beaucoup d'espoir et recevoir la présidente de la Chambre des députés du Rwanda en Côte d'Ivoire, quand on jette un coup d'œil sur l'ardeur au travail des Rwandais aujourd'hui, je crois que ça nous interpelle. Nous pensons que son discours augure d'un lendemain meilleur pour les deux chambres, la collaboration des deux chambres, car il a invité les députés à nous réserver un accueil chaleureux et à nous accepter comme deuxième chambre. En tout cas, nous disons merci pour cet appel et pour l'invitation. Voilà, je vous livre à présent ce communiqué. Monsieur Lansine Touré, doyen d'âge du Sénat, convoque mesdames et messieurs les sénateurs à la première séance inaugurale de la première législature de la 3e République qui aura lieu le jeudi 5 avril 2018 à 10h à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Ordre du jour, élection du président du Sénat, signé Monsieur Lansine Touré, doyen d'âge du Sénat.
Justement, à propos du Sénat, le groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes fait un plaidoyer pour une représentativité importante des femmes au sein de cette institution. La présidente de ce groupement a fait ce plaidoyer, c'était lors d'une conférence de presse suivie par nos reporters Olivier Iriebi et Moussa Konati. Sur 116 candidatures enregistrées lors des premières élections sénatoriales en Côte d'Ivoire, seulement 11 femmes étaient en lice. 8 d'entre elles ont été élues sur les 66 postes électifs. Selon le groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes, le taux de représentation des femmes aurait pu être élevé si les responsables des partis politiques avaient encouragé les candidatures féminines. D'où son plaidoyer à l'endroit des pouvoirs politiques. Nous, GOF, au nom des femmes ivoiriennes, électrices majoritaires lors des élections présidentielles, lançons-nous un appel aux autorités, partis politiques et groupements de partis politiques de tenir compte des engagements internationaux et nationaux pris par notre pays en nommant 2/3 de femmes sénatrices sur les 33 restants, soit 22 femmes. De favoriser la prise d'une loi aidant à promouvoir les femmes dans les assemblées élues conformément à l'article 36 de la Constitution. En vue de favoriser la promotion de la femme, la structure exhorte les femmes leaders à cultiver l'esprit de solidarité pour relever le défi du taux de représentativité des femmes au poste de décision. Je veux tout simplement dire aux femmes des pouvoirs de créer les conditions de leur propre reproduction. Chaque femme émérite doit se perpétuer à travers d'autres femmes qu'elle épaule, qu'elle coche. Le groupement des organisations féminines pour l'égalité hommes-femmes est une fêtière de 18 réseaux et ONG des droits des femmes. Il lutte pour l'existence d'une culture de l'égalité entre hommes et femmes à tous les niveaux de la vie active et sociale en Côte d'Ivoire. Et toujours au chapitre politique de ce 20h, l'Alliance de la jeunesse oufouettiste, mouvement favorable au parti unifié, RHDP, vient d'effectuer sa rentrée politique. Au cours de cette rencontre, le président de ce mouvement a sensibilisé les jeunes sur les avantages du parti unifié. Explication détaillée avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Rentrée politique de la jeunesse RHDP à Port-Boué. À cette occasion, le mouvement Alliance de la jeunesse oufouettiste a été lancé. Pour Jaurès Amankouaka, président du mouvement, et il s'agit de dire oui au parti unifié, de sensibiliser les jeunes sur les avantages du parti unifié et de les instruire afin qu'ils relaient l'information. Je voudrais demander à la jeunesse ivoirienne de s'approprier le projet du parti unifié. Je voudrais demander à cette jeunesse d'être lucide, de désarmer leur comportement. Parce que pour nous, l'oufouettisme est tout un comportement, l'oufouettisme est une philosophie, l'oufouettisme est une religion. Il faudra qu'on comprenne qu'au sein du RHDP, nous ne sommes pas opposés, mais nous sommes des alliés. Le président de l'Alliance de la jeunesse oufouettiste a exhorté les jeunes oufouettistes à l'unité et à la cohésion. Il entend pour ce faire organiser une grande rencontre en avril prochain pour sonner la mobilisation et le rassemblement autour du RHDP. Dans le domaine agricole, la Banque mondiale veut investir dans la transformation de l'anacarde. Plus de 600 millions de dollars, soit 100 milliards de francs CFA sont prévus. Le taux de transformation actuel est de 5%. La production attendue en 2018 est de 750 000 tonnes. Mais quel est le point de la campagne après son ouverture le 15 février dernier? Élément de réponse avec Noël Niagno. L'anacarde, la nouvelle expression de la performance de l'agriculture ivoirienne depuis 5 ans. Premier producteur, premier exportateur de noix brutes au monde avec environ 22% de la production globale de l'Afrique de l'Ouest. 2 mois après l'ouverture de la campagne 2018, le niveau de la production invite à l'optimisme par rapport à l'objectif fixé qui est de 750 000 tonnes en 2018. Nous avons dans notre base de données donc enregistré 127 000 tonnes de noix brutes achetées. Comparativement à la même période de l'année dernière, nous étions donc à 104 000 tonnes, 25 000 tonnes de plus qui ont été achetées donc, sur la même période. Le bémol, 95% de cette production est exportée à l'état brut. Exportation de noix brutes, exportation aussi de la valeur ajoutée, un acte pénalisant pour l'économie ivoirienne. La Banque mondiale a décidé d'investir dans la filière 100 milliards de francs CFA afin d'améliorer le taux de transformation marginal qui est de 5%. On produit l'anacarde brute en Afrique, on l'exporte dans des pays comme l'Inde qui
font une transformation qui n'est pas très compliquée et qui exportent sur le marché international et des fois qui le réexportent en Afrique. Donc l'idée, c'est de dire, mais lorsque la transformation n'est pas si compliquée, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à la faire en Afrique? Donc ce projet de 200 millions de dollars devra permettre justement d'aider les producteurs, d'aider à la mise en place de petites unités de transformation auprès des paysans. Mais ce sera sur la base de la demande. Il y aura des producteurs un peu plus gros, il y a des producteurs un peu plus petits, mais ce qu'on vise, c'est de toucher tous les producteurs et surtout de ne pas exclure les petits producteurs de ce processus. D'ici à là, les producteurs sont invités à produire les noix de qualité. Il ne faut pas stocker le produit trop longtemps dans des conditions qui sont susceptibles de détériorer la qualité du produit. Il a commencé à pleuvoir dans les régions de production et la pluie n'est pas forcément une amie de la qualité de la noix de cajou. Le prix plancher Borchamp est fixé à 500 francs CFA contre 400 francs en 2017. Il a déjà pris l'ascenseur. Il est porté actuellement à 600 francs selon les autorités du Conseil coton à NACAD. La politique de lutte contre la pauvreté dans la région du Gontougo devient une réalité. 150 millions de francs CFA ont été mobilisés par le Conseil régional du Gontougo pour permettre aux jeunes et aux femmes d'assurer leur autonomie financière. 300 jeunes et femmes ont justement reçu leur chèque. Explication avec Mamadou Kwasi. Morik Bané, vendeur de café, exerce cette activité depuis quelques mois dans la ville de Bondoukou. Une activité informelle qu'il mène après la vente d'accessoires de téléphones portables. Avec le temps, il était un peu dur par rapport à les téléphones que ça ne marche plus. Ouais, avec le café, à chaque moment, les gens ont besoin du café pour payer. C'est 100 francs, on peut s'en sortir un peu. On cherche à développer le coin. Mori n'est pas le seul à vivre cette situation. Ils sont nombreux, ces jeunes et ces femmes de la région de Gontougo, qui attendent des financements du projet. Un cri de cœur entendu par le conseil régional. Cette institution de développement met à la disposition des jeunes et des femmes 150 millions de francs CFA. Et pour cette première phase, ce sont 300 bénéficiaires qui ont reçu les chèques des mains des ministres Maria Toukone et Kobeno Kwasi Adjoumani. Les membres du gouvernement ont invité les bénéficiaires à rembourser dans les délais afin de permettre à d'autres femmes et jeunes de pouvoir en bénéficier. Les fonds vont leur permettre vraiment de disposer d'un minimum pour faire face à leurs besoins quotidiens. Donc c'est sûr que ça va aider beaucoup. Les fonds partent de 200 000 à 1 million de francs. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité félicite le Conseil régional du Gontougo pour ses efforts dans l'amélioration des conditions de vie de la gente féminine. C'est une chaîne de solidarité qui a été tissée par le Conseil régional du Gontougo. Il ne faut pas que cette chaîne se brise. Alors qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est continuer, bien sûr, bénéficier du fruit de leur travail, mais rembourser cet argent qu'elles ont obtenu à moindre coût, 5%, afin que d'autres personnes puissent bénéficier et donc être dans la chaîne de solidarité qui ne doit pas s'arrêter. Les bénéficiaires ont promis de faire un bon usage de ces dons. Le président du conseil régional du Gontougo, Ignace Kossonou Kwasi, soutient que la politique d'assistance aux femmes et aux jeunes va se poursuivre afin de lutter efficacement contre la pauvreté. Mais la jeunesse, c'est l'avenir de l'humanité. Les femmes aussi, quand elles entreprennent, mais elles réussissent souvent plus que certaines autres personnes. C'est pourquoi nous avons pensé aux femmes, elles souffrent trop. Et nous pensons qu'avec ces moyens-là, elles pourront se prendre en charge et elles pourront prendre en charge leur famille. En plus de ce don, des projets communs générateurs de revenus sont mis en place dans les villages de la région de Gontougo pour apporter un mieux-être aux jeunes et aux femmes. Je vous invite maintenant à marquer un arrêt dans la forêt du Banco. Les forêts, vous le savez, jouent un rôle crucial dans la régulation de notre climat, véritable réservoir de carbone. Les forêts absorbent chaque année 9 milliards de tonnes de CO2 de l'atmosphère, soit près de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Ces forêts, malheureusement, elles subissent une forte pression et la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cette réalité. Grâce Kondo nous conduit dans la forêt du Banco. Le parc national du Banco, un joyau de la nature au cœur de la capitale économique, d'une superficie de 3474 hectares, avec ses 626 espèces végétales, dont 26 déclarées rares en Afrique de l'Ouest. Le parc est situé entre les communes de Yopougon, d'Abobo, d'Agamé et d'Atekoubé. Ce massif forestier accueille plus de 20 000 visiteurs par an.
Nous avons plusieurs sites touristiques ici. Les touristes aiment beaucoup la nature, ils aiment beaucoup se balader en pleine forêt. Ils viennent pour rentrer en profondeur pour voir les sites touristiques. Parce qu'au parc national du Banco, nous avons des animaux en liberté. Nous avons des chimpanzés, des biches, des mongousses, des hérissons. Et nous avons plusieurs sites à visiter ici. C'est un vrai poumon vert pour Abidjan. On sort un peu de l'animation de la ville, ça permet de respirer. Et on était très heureux de rencontrer notre guide qui nous a permis de découvrir et d'apprendre un peu plus sur les animaux et les arbres de la forêt. Les bienfaits du parc national du Banco sont multiples. Il contribue à purifier l'air qu'on respire au niveau de la ville d'Abidjan. La forêt absorbe le gaz carbonique produit par les véhicules, par les usines et tout ça, et en retour produit de l'oxygène pour les populations de la ville d'Abidjan et pour les visiteurs du parc national du Banco. Il faut retenir qu'en bas, dans le sous-sol du parc national du Banco, il y a vraiment une nappe phréatique importante qui permet aux structures étatiques qui sont chargées donc, de la production de l'eau potable d'installer des forages tout autour du parc pour permettre à la population abidjanaise de pouvoir avoir de l'eau potable. C'est un sanctuaire de la biodiversité. Ça permet donc de conserver les espèces végétales et les espèces animales. En plus de ses vertus, le parc national du Banco abrite un laboratoire où viennent se ressourcer des chercheurs et une école forestière qui forme au métier de la pisciculture. Bon, la formation pratique en ce qui concerne les TP, c'est sur un programme. Vous allez finir d'abord les cours. Après les cours, on vous fait un programme concernant les TP. C'est-à-dire, vous allez venir sur les étangs. Vous allez essayer de voir le problème au niveau des poissons, le côté alimentation. Ensuite, faire le sexage. Il faut récupérer quelques géniteurs. Et ensuite, avoir des alevins. Les poissons sont faciles à manipuler. Donc, c'est pourquoi j'ai décidé de me spécialiser dans ce métier. Et à la longue, je pense que je vais me spécialiser dans l'élevage du poisson en créant des étangs piscicoles. Classée réserve forestière en 1926, puis forêt classée en 1928 et parc national en 1953, la forêt du Banco souffre de quelques difficultés. Les difficultés, c'est la pression de l'urbanisation, parce que nous sommes au cœur de la ville. Et au nord du parc, du côté de Sodessi, à Sauté, on a donc des velléités d'occupation. Mais à cela, l'État de Côte d'Ivoire a, avec ses partenaires du Japon, décidé d'ériger dans ces endroits sensibles une clôture pour pouvoir donc contrecarrer tous ces velléités de morcellement et faciliter un peu le travail des rangers qui consiste donc à sécuriser l'ensemble du parc contre les braconniers et tout autre agresseur de cet espace. Laissons à nos enfants l'héritage que nous ont légué nos aînés, une pensée du père fondateur de la Côte d'Ivoire, feu le président Félix Houphouët-Boigny, inscrite dans le parc. Selon les gestionnaires du parc national du Banco, cette réflexion doit faire tache d'huile. Et on quitte la forêt du Banco pour nous rendre cette fois-ci dans la région de Gbeke, confrontée depuis le début de l'année 2018 à une pénurie d'eau. Notez qu'une solution, heureusement, est en vue. Les responsables de sociétés de distribution d'eau de Côte d'Ivoire rassurent les populations de la disponibilité de l'eau avec les citernes de l'ONEP en attendant une résolution définitive. Soro Corona. Barrage de la Loca, principale source d'approvisionnement d'eau de la région de Gbeke. Il n'y a pratiquement plus d'eau dans ce barrage qui dessert plus d'1 million de ménages. Nous connaissons depuis un certain temps quelques baisses de pression allant jusqu'au manque d'eau dans certains quartiers de la ville. Et ceci s'explique essentiellement par la baisse de la retenue d'eau. La conséquence de la situation du barrage de la Loca est très alarmante. Ça fait une semaine en couple ici. Nous qui sommes à côté de l'école Paris, ça nous fatigue trop. Il y a un puits en bas là. On va prendre un peu d'eau là-bas. Mais il y a tellement d'hommes que 5 minutes après le passage du premier groupe, il n'y a plus d'eau. Donc on est obligé soit d'aller payer l'eau à la boutique. Alors ça, c'est une fortune. Avec le déplacement massif des populations vers la région de Gbeke en cette période du Pâques,
La situation est plus que difficile. En cette période cruciale où les populations arrivent, c'est l'ONEP, de temps en temps, une fois par semaine, qui vient nous ravitailler en eau potable. Une citerne d'eau de peut-être 10 000 litres ne peut pas suffire pour toutes ces populations qui arrivent. La société de distribution d'eau du Côte d'Ivoire rassure. Comme solution immédiate, nous avons des camions citernes qui desservent la population. Il y a eu des solutions identifiées et donc il s'agira effectivement d'aller un peu plus loin sur le banc d'amont pour une prise d'eau pour pouvoir desservir la population. Le barrage de la Loka produit 70% de l'eau potable distribuée à Bouaké. Une campagne nationale de distribution de médicaments contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive vient d'être lancée à Divo, dans la région du Logibwa. Initiée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette campagne concerne 74 districts sanitaires du pays. Olivier Iriebi, Franco-Adio. Distribution gratuite de médicaments contre l'éléphantiasie, la bilharziose, l'onchocercose, la filiarose et les vers intestinaux. Des pathologies appelées maladies tropicales négligées, mais qui font des victimes au sein des populations. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé a pris des choses en main. Depuis 2 ans, une campagne est lancée en vue de distribuer des médicaments et sensibiliser les populations contre ces maladies. Sur les 83 districts sanitaires contre notre pays, l'onchocercose est endémique dans 68, avec une population à risque de plus de 3 millions de personnes. La filariose de lymphatique, encore appelée éléphantiasis, est endémique dans 74 districts pour une population à risque estimée à 21 millions de personnes. En ce qui concerne les géohelminthiases ou vers intestinaux, qui sont transmises à travers le sol, ils sont présents dans tous les 83 districts sanitaires du pays. En 2017, lors de la 2e édition de cette même campagne, plus de 11,5 millions de personnes ont bénéficié du traitement contre ces pathologies. Pour cette année, le programme estime à 13,5 millions la population à traiter au cours de cette campagne, des actions menées grâce à l'appui financier de l'USAID et ses partenaires. On passe maintenant à la littérature avec cette histoire à la fois passionnante, révoltante, émouvante sur la déportation des Africains, une histoire que nous rapporte le journaliste écrivain l'ivoirien Serge Bilé dans son dernier ouvrage intitulé Boni. Boni est un chef rebelle qui a marqué l'histoire du Suriname et de la Guyane au XVIIIe siècle. Qui sont les Boni? D'où viennent-ils? Élément de réponse avec Nadia Ega et Chekoni. Être Boni de Guyane, cela est bel et bien possible. À plus de 6000 km, ce pays a des similitudes culturelles avec la Côte d'Ivoire, de par son peuple Aloukou ou encore Boni. Déporté pendant l'esclavage au XVIIIe siècle, ce peuple a pourtant gardé ses origines malgré la répression. Une histoire à découvrir dans le livre Boni de Serge Bilé. L'histoire de la Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à la frontière, aux frontières de la Côte d'Ivoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire va aussi jusque dans les frontières de ces pays où on envoyait des Ivoiriens autrefois. Donc c'est important pour l'éducation nationale que ces livres-là soient à la portée des enfants et que nos enfants puissent connaître leur histoire jusque là-bas. On retrouve en Guyane, par exemple, sur le fleuve, des traditions baoulées, Agni. Pour cet écrivain, il est important d'établir un pont culturel entre ces deux peuples frères. Si nous-mêmes nous établissons des ponts entre nous, il y a matière à pouvoir faire des choses ensemble, il y a matière à pouvoir mieux se connaître, eux nous connaître et nous les connaître, et puis eux aussi connaître les autres racines africaines qu'ils peuvent avoir. Malgré l'éloignement de leur terre d'origine, les Boni perpétuent leur histoire dans leur nouvelle patrie, la Guyane. Être Boni en outre-mer de nos jours est une immense fierté, une façon de réclamer son afro-descendance. Car comme le dit cette citation de Marcus Garvey, un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. À l'étranger, sous le feu des critiques, le Premier ministre Benjamin Netanyahou fait volte-face et annule l'accord avec l'ONU. Cet accord prévoyait la régularisation de 16 000 migrants africains, à savoir les Soudanais et les Érythréens en Israël, et la réinstallation d'un nombre similaire dans les pays occidentaux comme l'Allemagne ou l'Italie. Le HCR a réagi à l'annonce en disant espérer qu'Israël allait bientôt reconsidérer cette annulation.
On termine par la France où le trafic ferroviaire a été très fortement perturbé ce mardi. Les cheminots sont en grève. Ils protestent contre la réforme de l'entreprise publique initiée par le gouvernement français. Sur l'ensemble des cheminots censés travailler aujourd'hui, 1 sur 3 étaient en grève. Les grévistes comptent poursuivre leur mouvement demain mercredi 4 avril pour se faire entendre par le gouvernement. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.